Welcome to the AB Show. Pour pas changer, toujours avec Sam. Et aujourd'hui, on reçoit Tahar Radbi qui va nous apporter son expertise sur l'UFC 259. Pour pas faire large, on va s'arrêter sur les trois main events, enfin les trois défenses de titre. Bah voilà, on rentre directement dans le sujet. On va commencer par Petr Yan qui défendra sa ceinture face à Aljamain Sterling. Je te laisse la parole, mon frérot. Déjà, merci à toi, mon frérot, de m'avoir invité dans ton podcast, The AB Show. Donc, du coup, ouais, effectivement, l'UFC, ça fait un long moment qu'ils nous avaient pas concocté une carte aussi lourde que celle-là. Mis à part les trois combats qui sont pour moi des main events, les trois défenses de ceinture, il y a une carte tout simplement exceptionnelle, que ça soit en prelims ou en début de main carte. Mais bon, les combats sont exceptionnels, on n'a pas vraiment le temps d'être focus à fond dessus, sinon le podcast il va durer franchement 2 heures. Donc, de se coller les trois main events, et de toute façon, c'est trois très gros combats. Donc, on va, comme on l'a dit, commencer par le premier main event de la soirée. Donc, c'est Petr Yan contre Aljamain Sterling. Écoute, très beau combat en perspective. On a le champion russe qui va défendre sa ceinture. Hein. Il a 15 ans, il me semble, 54% de finish, 7 TKO, hein, une victoire par soumission. Gros striker. Il est actuellement, il me semble, sur une dizaine de victoires d'affilée. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Il me semble aussi aucune défaite depuis son arrivée à l'UFC. Il est invaincu de la manière de l'UFC. Sa seule défaite, je crois que c'était à la CA, je crois, ou à la CB. Ouais, il me semble, voilà. Mais en tout cas, depuis qu'il arrive à l'UFC, il a 0 défaite. En tout cas, depuis 2018, il me semble qu'il a 0 défaite. Il enchaîne les victoires. Et notamment ces trois dernières sorties contre des gros adversaires, des adversaires costauds. Il me semble que c'était Jimmy Rivera, il me semble, Urijah Faber et le Aldo. Exactement. Et là, voilà, il va affronter donc Aljamain Sterling. Pour moi, actuellement, c'est son plus gros défi. Je pense, Aljamain, je pense que je le classe vraiment actuellement, vraiment au-dessus de ces trois dernières, des trois derniers combattants qu'il a affrontés. Aljamain, même José Aldo, je le mets au-dessus de José Aldo parce que José Aldo, c'est plus le José Aldo qu'on a connu. C'est vrai. Il est toujours là, il est toujours bon, grand respect pour toute sa carrière sportive, mais on va dire que voilà, il a fait son temps et il y a des combattants, je pense, qui sont beaucoup plus dangereux que lui actuellement dans la division, notamment Sterling. Alors, Sterling, une petite présentation brève, il a 19-3. Pareil, lui, à peu près 53% de finish. Il a à peu près 50% de finish. Voilà, je pense qu'il a 2 TKO et 8 soumissions. C'est un expert au sol. Il faut savoir qu'il est black belt sous Matt Serra. C'est pas n'importe qui, Matt Serra. Et voilà, je pense que même sa dernière défaite, à lui, elle remonte à 2017. Le mec, ça fait 4 ans qu'il est invaincu. C'était contre Moraes. Ouais, c'était un genou. KO genou. Exactement. Même beaucoup combattu, il me semble, depuis, parce qu'il a fait à peu près 5 combats depuis 2017, donc on peut pas dire qu'il est vraiment très très actif. Mais ses prestations, en fait, elles ont été tellement lourdes que même s'il n'a pas été super actif, on lui offre une chance au titre là actuellement. Donc voilà, il devait s'affronter une première fois en décembre, il me semble, en décembre 2020, et le combat il a été repoussé jusqu'à ce week-end, samedi. Ouais. Et voilà, sinon il a affronté ces derniers combats, il a affronté de très bons mecs. Notamment, ils ont une victoire chacun sur Jimmy Rivera, Pedro Munoz, et le dernier en date, c'est Cory Sandhagen, qui est très très bon aussi. Donc, ça a été expéditif face à Aljamain Sterling. Je crois en moins de 10 minutes, en tout cas, il a fini le combat. Exactement, c'était ça, exactement. Et du coup, je pense que ce premier combat, ça va annoncer, cette première défense de titre pour Petr Yan, ça va pas être très simple. J'irai, avant de parler pronostic, de se lancer sur les prévisions du fight. Je vais vous laisser d'abord vous aussi discuter un petit peu, voir ce que vous en pensez. Mais à mon avis, là, pour l'instant, c'est le plus gros défi de Petr Yan en carrière.
J'aurais dit aussi et vice-versa, je pense. Ça Et reste une opposition de... Tu dis? une opposition de style exactement, vice-versa. Exactement, je Ça suis tout à reste fait une d'accord. opposition de style, ouais. Après, on sait que je pense que Sterling, dès le début, je pense qu'il va mettre la pression pour vouloir emmener au sol. Ça va pas être si simple. Après, je crois que sur les statistiques, il a 88% de défense de takedown, Petroyan. Mais quand je regarde ses combats, je trouve qu'il s'est pas mal emmené. Après, ça va vraiment être en fait à qui aura, on va dire, à qui pourra installer son propre jeu, je pense, tu vois. Voilà, exactement. Je pense que comme dans tous les combats, c'est ce qui fait aujourd'hui le, le- que l'athlète gagne ou pas, c'est que s'il arrive à imposer son style, s'il emmène son adversaire, on va dire, dans ce qu'il maîtrise le mieux, il a clairement les plus grandes chances de gagner le combat. C'est ce qu'on peut voir notamment avec les plus grands champions actuels, notamment Khabib, notamment Adesanya, notamment Kamaru. Ouais. Ils arrivent en fait, un peu comme Georges Saint-Pierre à l'époque, hein, ils arrivent à faire en sorte d'amener le combat là où ils veulent l'amener. Et, et voilà, donc c'est des spécialistes dans ce genre de choses. Et dès que le combat enfin dès qu'ils tiennent le combat en main, c'est quasiment fini pour eux. Le combat il est plié. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, enfin, je pense que le défaut un petit peu de Sterling, c'est qu'il est trop prévisible sur les takedowns. Il est un petit peu trop fougueux, tu vois. Et bah, de la même manière dont il s'est fait contrer, t'es pas d'accord avec moi, Sam? De la même manière dont il s'est fait contrer par Moraes, j'ai peur qu'il se fasse contrer de la même manière avec Petroyan, parce qu'on sait que Petroyan, je crois que c'est un mec de la boxe, tu vois. Il est Non, de la très entré taekwondo, boxe anglaise. Mais en boxe fait, je suis anglaise. d'accord avec toi, moi. Ouais. Et c'est juste ça qui m'inquiète pour Petroyan, pour Sterling en fait. Je le trouve trop prévisible, tu vois. Il est trop fougueux en fait, tu vois. Il rentre vraiment dedans. C'est la liaison entre son debout et son sol. C'est ça en fait, t'as vu? Des fois, il va faire des low single leg comme ça, sans préparation, il va plonger dans les jambes. Et comme il est très fort même dans les scrambles, et c'est pour ça il fait tout le temps décision, soumission, c'est un peu ça son record. Il a pas mis, il a mis deux, comme tu as dit, il a mis 2 TKO. Bon, on peut quand même lui laisser un petit peu. On peut quand même dire que sa dernière prestation, c'était quand même il y a 4 ans en arrière. En 2017, il a eu le temps de progresser, je pense, de travailler sa lutte, de travailler ses transitions, de travailler son timing. Je pense que il faut pas se baser sur des statistiques qu'on a pu voir un peu trop loin dans le passé. Oui. Les athlètes aujourd'hui, ils évoluent énormément. La majeure partie du temps, ils essayent de travailler sur leurs défauts. Et Sterling, je pense qu'il est clairement conscient de son défaut. Il sait qu'il est clairement que la lutte lui manque. Donc, il est sous les ordres de Matsera. Matsera, c'est un très, très gros combattant, un très bon coach aussi. Je pense qu'il a su faire en sorte de corriger ce petit défaut face à Petr Yan. On sait aujourd'hui que les combattants ne font pas que s'entraîner. Ils étudient aussi énormément leurs adversaires. Donc, je pense qu'ils ont mis une bonne stratégie en place pour justement éviter de se faire contrer un peu bêtement par un coup de genou sauté ou par n'importe quoi sur un mauvais timing. Donc voilà, je pense que ça sera quand même un peu plus compliqué que Petr Yan que le combat par exemple Lewis contre Blades où Lewis l'attendait clairement sur un uppercut et boum. Ce qui me gêne, moi, dans ce match-up, c'est le niveau stylistique. C'est que pour ramener Petr Yan au sol, tu es obligé de boxer avec lui. Parce qu'il est trop explosif. Il défend comme. Comment il s'appelle encore? De la Team Elevation. Justin Gaethje. C'est un gars, il défend à l'entrée. Il explose à l'entrée. Il ne te laisse même pas lutter, venir, faire du grappling. Il refuse complètement. Il ne veut même pas que tu le touches, en fait. Il défend à l'entrée. Et des fois, c'est vrai qu'il se fait emmener contre des mecs parce qu'en 62 kilos, c'est les rois de la liaison, point lutte. Tu vois, les Jimmy Rivera, les Gigi Dillashaw, les Henry Cerudo. Parce que là, les deux grosses têtes, ils sont pas là, ils vont revenir là. Tu vois, c'est Gigi et Cerudo. Là, comme Cerudo, il a dit, ouais, je l'aime bien parce qu'il garde bien ma ceinture pour le moment. Mais quand je vais revenir, je vais la chercher. Pour moi, les deux qui peuvent le détrôner, lui reprendre la ceinture, c'est eux. Et Algerman, en fait, ce qui me gêne, c'est que en fait, au début, ça va être de l'appréhension. Au début, il va tout mettre. Il l'a dit, Petr Yan. Là, en interview tout à l'heure sur ESPN, il a dit on sait très bien c'est quoi son game plan. C'est de faire de la lutte, du grappling.
c'est de venir. Le problème, et Peter Yan, il s'y attend, ça, il le sait. Il va se prôler de fou. Il va même pas rentrer dans les scrambles. Il va se prôler de fou. Et à chaque fois, il va le punir. Et il va le punir parce qu'il frappe. Il vient de l'anglaise. Il a fait 10 ans d'anglaise. Et il frappe sec et il est dur. Et au début, ça va être ça. Et quand il aura mis à l'eau la stratégie d'Algermain, le problème, c'est qu'Algermain, il aura plus de stratégie. À part le striking tout opportuniste qu'il a. T'as vu, il change de garde, il met des high kicks, après il pousse dans les jambes. Il met un high kick en même temps, il le dit lui-même. Il le dit, mon style, c'est. Mais le problème, c'est qu'en face d'un mec comme Petr Yan. Bon, en fait, moi, Peter Yan, pourquoi il m'a impressionné, c'est quand il est resté en face de José Aldo. Et en enlevant, t'enlèves les low kicks, il a fait du José Aldo. Il est resté sous les talons en face de lui et il a gagné au mental, à la dureté. José Aldo, il a craqué mentalement. Et tu vois rarement José Aldo, un gars dans son jeu, le battre. Il est resté en face de lui et ils ont échangé tous les deux jusqu'à José Aldo, il craque. Et en fait, à un moment, Petr Yan, il va réussir à obliger Algermain à échanger avec lui. Parce que Petr Yan, ce qu'il fait, c'est qu'il vient mettre le menton, il vient dans ta distance, tu vas le toucher, mais lui, il va te toucher encore plus dur. Et c'est ça qu'il aime. Aldo, il l'avait touché 3 premiers rounds, il les prend, Aldo. Il l'avait touché de fou. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Aldo, bien entendu, Conor, il a la moitié d'Aldo dans son garage, mais Aldo, il était solide les 3 premiers rounds. Ça m'a vraiment impressionné. Je pense que Algermain, en fait, soit il vient au début, Petr Yan, il fait une erreur, il lui prend le dos, c'est ça, il est très fort là-dessus, Algermain. Il lui prend le dos, et là, s'il lui prend le dos, c'est mort, il ne défendra pas, c'est fini. Comme tu as dit, le ceinture noire de Matsera, c'est un gros client au sol, c'est un assassin. Pied-point, c'est sûr que c'est amélioré. Ray Longo, son entraîneur de striking, Ray Longo, c'est un assassin. Il s'est amélioré, mais le problème, c'est que pour faire son jeu, il est obligé de striker. Bien sûr. Et quand il va striker, il va avoir mal tout de suite. Après, quand tu regardes les deux, tu as même l'impression que Petr Yan, il est plus vieux. Tu as l'impression qu'il est plus petit, je sais pas pourquoi, c'est morphologique. Petr Yan, il est plus grand, il est plus jeune. Ouais. Ah ouais, il est plus grand, Petr Yan. Il a un chouillard, mais il est plus grand. Il est plus jeune. Tu as l'impression qu'il est plus vieux qu'Algermain aussi. Il est plus jeune, il a 28 ans, Petr Yan. Il est jeune, tu vois, encore, dans sa carrière. Il a une défaite, c'est toute sa date, tu vois. Et là, il a 7-0 à l'UFC. Ouais, c'est dur, hein. Je pense exactement ce que tu dis. C'est une très bonne analyse, mais je pense qu'on en revient à qui va pouvoir imposer son style. J'allais en venir, ouais. Ce combat-là, ça va vraiment être ça. Qui va imposer son style? C'est clair que moi, je compare pas. Pour ce combat-là, c'est un petit peu dur de comparer le fight qu'il a fait contre José Aldo parce que si tu veux, c'est 2 strikers. Donc forcément, ouais, c'est similaire. Qui aura le striking le plus aiguisé et honnêtement, comme je dis encore là maintenant, pour moi, Aldo, il a fait son temps. C'est un très très gros striker, mais aujourd'hui, on a des strikers qui sont encore beaucoup plus solides à l'UFC qu'aujourd'hui. Tu vois, c'est un petit peu comme si on comparait l'UFC des années 2000 avec l'UFC d'aujourd'hui. Les mecs qui viennent, qui sortent aujourd'hui, qui montrent leur jeu, ils sont exceptionnels. Franchement, ils sont exceptionnels. Et on commence à le voir. On commence à le voir avec des combattants justement comme Petr Yan ou Aljamain Sterling qui sont pas forcément connus, mais quand ils ont des adversaires solides en face ou des noms de l'UFC, des vrais, on va dire, Hall of Fame, ils en font qu'une bouchée. Ils sont là devant eux, ils continuent à boxer, à taper, et finalement, justement, ils les font craquer. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont plus jeunes. Je pense aussi que le MMA évolue. Et il évolue bien, et donc forcément, ils sont sur, on va dire, un 2.0, un MMA 2.0 comparé à ce que les autres ont. Et voilà, donc là, clairement, je pense que l'UFC, ils ont organisé un beau combat, une belle opposition de style. Et je pense que, comme tu dis, si Petr Yan arrive à garder un bon pied-point, gérer sa distance comme il faut, frapper solidement, éviter tout ce qui est contact au corps à corps, lutte, je pense que clairement, ouais, il va désosser Aljamain. À contrario, je pense que si Aljamain arrive à poser les mains sur lui, je pense que ça risque d'être dur aussi pour Petr Yan. Ce combat-là, pour moi, il est un peu dur à pronostiquer. Franchement, il est un petit peu dur à pronostiquer. Franchement, en fait, je l'ai vu tourner là, à l'American Top Team, Petr Yan. C'est hyper compliqué de le garder. C'est hyper compliqué de mettre une position sur lui. Juste garder même un single leg. Il a une méchante défense. Ça, il a travaillé au Tiger là-bas.
Là-bas, ils luttent tous à fond. Quand tu vois contre John Dodson, le mec, il est hyper explosif. Il lutte tout le temps. Il shoot super bas. Il l'a baladé. Rivera aussi, il a des grosses liaisons, lutte, point. Et en fait, le truc, c'est qu'Algerma, il n'a pas la puissance derrière. Donc, en fait, tu n'es pas inquiété, si tu veux, Petr Yan, avec le menton qu'il a, il n'est pas inquiété de juste se focaliser sur la défense de lutte, du clinch, de préhension au début du combat. Juste se focaliser sur ça et commencer à échanger, commencer à le mettre dans son... Que Algerma, en fait, se rend compte que mentalement, ça claque parce qu'en fait, il va se rendre compte que le game plan ne marche pas. Et puis pour ça, en fait, comme il l'explique en interview, il n'y a pas de deuxième game plan. Il a dit le deuxième game plan d'Algerma, ça va être de courir. Il a dit le premier game plan, ça va être la lutte. Le deuxième, ça va être courir. Il a dit ça. Parce qu'il sait très bien qu'en fait, la palette technique, elle n'est pas assez grosse. Parce que c'est les lutteurs qui dominent. Là. Après, tu vois, Adesanya, en fait, les strikers, ils commencent à remonter la barre vraiment haute. Parce qu'une fois que tu sais, en fait, les mecs, comme tu as dit, ça a évolué le MMA. Et les mecs, ils n'ont plus besoin de faire des années de lutte. Ils vont dans un club de lutte et tu as un mec qui vient et qui leur explique comment défendre la lutte à l'entrée. Le grappling, tu vas prendre un mec au grappling, tu vas juste lui expliquer, regarde, mets tes mains là, le mec, il passera pas la garde. Tu vois, quand il est au sol, tu veux pas qu'il se relève, mets tes mains là, attrape ces membres-là, mets tes mains là, il se relèvera pas. Et fais juste ce passage de garde, tu le fais tout le temps, tu fais que le même. Et en fait, comme tu as dit, ça a évolué. Et je pense qu'on n'est plus dans ce truc où un mec peut venir et tout imposer. Tu vois, hormis les extraterrestres, bien sûr, on est obligé de parler des extraterrestres, Khabib, mais on n'est plus dans un truc où... Et c'est compliqué de prendre Petr Yan, le mettre au sol, le contrôler, à moins d'une grosse connerie de lui prendre le dos, parce que là, le dos, c'est la mort avec Algerma. C'est compliqué. Pour moi, il n'y a que Cerudo et TG, parce qu'eux, ils ont un striking vraiment spécifique, super fort, ils ont le technico-tactique, ils peuvent s'ajuster, changer de stratégie en cours de combat, ils ont le menton, ils savent, ils ont fait des synchrones. Algerma, il n'a jamais fait un synchrone de toute sa vie. Ouais. Petr Yan, il en a fait plusieurs, il en a fait 5 avec Aldo, récemment. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, tout de suite, le prono, de toute façon, il est cramé, mon prono, mais c'est pour ça que objectivement, c'est compliqué, parce qu'en fait, si tu mets Algerma, on est plus dans le, c'est beau, voilà, on est dans le, tu vois ce que je veux dire? On veut que ça bouge. Mais pour moi, il n'y a que Cerudo et TG qui peuvent le bouger. Surtout Cerudo, parce que Cerudo, il a le striking, la posture un peu à la McGregor, la vitesse, le in and out, et s'il veut, il a une lutte de fou, la liaison point lutte. Et là, Petr Yan, il ne pourra pas se dire, ouais, la lutte, mais non, parce que là, la lutte, elle est tellement monstrueuse. Et si tu défends la lutte, tu as le striking juste derrière. Tu as le striking juste derrière. Ouais, c'est une galère. Et moi, je pense qu'il n'y a personne dans la KT, parce qu'il a lavé la KT en vrai, Petr Yan. Il a battu Aldo, il a battu Faber, Rivera, Dodson, il a battu Ishihara, il a battu un autre Asiate, je ne sais plus le nom. Il faut savoir la défaite qu'il a contre Magomedov. Il l'a vengé. Ouais. Il a perdu, mais il l'a vengé la défaite. Il a gagné contre le mec qui l'a battu. Donc, ça va être chaud. On va faire un extra test. Vraiment. Après, moi, j'aime bien le challenge. J'aime bien voir les mecs qu'on n'attend pas essayer de venir. Pareil. J'aime bien l'underdog. Voilà, exactement. J'aime bien ça. Après, ouais, je pense, moi, je te rejoins. T'as vu, t'as pas donné ton pronostic, mais je pense qu'on a pu largement le comprendre. Ouais. Voilà. Donc, je pense, moi aussi, je te rejoins. Et de toute façon, dans le stylistiquement parlant, je préfère Petr Yan. Donc, ouais, honnêtement, je pense au vu de tout ce que tu viens de dire, et je te rejoins largement sur quasi tout. Je pense que. Je suis d'accord aussi, mais il y a un petit truc que j'ai remarqué avec Petr Yan, c'est que dès qu'il est dans son jeu, jambon gros au sol, bien monté, mais par contre, une fois qu'il se prend la pression, tu vois qu'il essaie de garder son sang-froid. Et je sais plus le nom de son adversaire, c'était un Coréen contre qui il a été à la décision. Et en fait, tu vois que le Coréen, il lui mettait la pression, tu vois, chose qu'il n'a pas l'habitude. C'est Sousson. Exactement, tu vois. Et en fait, ouais. Tu vois, et en fait, tu vois que à ce moment-là, Petr Yan, il est un petit peu perdu. Et limite, en fait, il se fait contrer, alors que lui, en général, c'est toujours lui qui a l'avantage sur l'anglais. Et à ce moment-là, il se fait énormément contrer, tu vois. Et je pense que si Sterling, il a bien analysé le combat et le game plan, si par contre, il démarre en lui mettant la pression, bon, après, c'est vrai que ça va être compliqué de maintenir cette pression sur synchrone.
Mais à ce moment-là, je pense que il y aura des ouvertures. Pas pour le contrer parce que voilà, il n'a pas un punch de ouf, Sterling, mais voilà, pour pouvoir imposer son jeu. Et je pense qu'il est là le danger pour Petr Yan. Parce qu'on sait que dans ses combats, Sterling, il met énormément la pression, tu vois. Même, il a un très gros cardio parce que même sur les phases de clinch, après avoir planté des emmenés au sol, tu vois qu'il continue à mettre la pression, tu vois. En général, après ces phases-là, on sort, on récupère, on tourne autour de la cage. Non, lui, il continue à mettre la pression, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, il peut causer du souci à Petr Yan. Après, sinon, je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, même stylistiquement parlant, je vois Petr Yan. Hein, je vais dire directement mon pronostic. Je pense Petr Yan par TKO dans la troisième reprise. Après, voilà, c'est un sport qui n'a pas de logique. On ne sait jamais Non, mais comme tu dis, ce qui peut se passer. Petr Yan, exactement. Quand il mange la pression, et je pense que n'importe qui, quand un combattant sort comment s'appelle de sa stratégie et sort de son confort, de son souffle, de son propre souffle, et en tant que combattant, on sait ce que c'est. Dès lors que tu es mené, dès lors que tu es un petit peu baladé dans la cage, ça devient très très compliqué pour toi de pouvoir ne serait-ce que défendre, ne serait-ce que défendre et de contre-attaquer. Donc, comme tu as dit, et c'est ce que je dis en fait depuis tout à l'heure, c'est que ça, celui qui va réussir à imposer son style, si Aljamain, peu importe la carence qu'il a par rapport à Petr Yan en striking, s'il arrive ne serait-ce qu'à mettre la pression et à faire reculer Petr Yan un petit peu, il risque de le mettre en très grand danger. Et après, on peut parler de Khabib exactement, parce que Khabib, c'est le meilleur exemple là-dessus. Khabib, il n'a pas un striking supérieur à celui de Petr Yan, par exemple. Mais si tu mets Khabib en cache contre Petr Yan, Khabib, il va le faire reculer, et dès qu'il pourra, il va le saisir. Après, c'est clair que c'est pas la même lutte. Mais je veux dire, dans la globalité, dans le schéma du combat que Aljamain, je pense, va mettre en place, c'est ça qui va se passer. Donc, là, honnêtement, je pense que les deux sont très, très forts. Ils maîtrisent parfaitement leur domaine, que ça soit l'un d'un côté pour le striking et l'autre de l'autre côté pour tout ce qui concerne le combat au sol et même la lutte. Hein. La lutte en clinch, je précise. Je pense que voilà, celui qui va être capable de mettre ça en place, je pense qu'il aura de grandes chances de gagner le combat. Après, il ne faut pas oublier que c'est synchrone. Il ne faut pas se carboniser tout de suite, il faut s'économiser. Il faut prendre le temps. Lucide, c'est la parenthèse. C'est la parenthèse importante. Et tout. Et après, comme tu disais, Aljamain, il faut préciser que c'est son premier synchrone. Donc, à voir comment il va se débrouiller sur ça. Ça, à mon avis, son plus gros problème, c'est ça, c'est le synchrone. Voir comment il va se débrouiller sur synchrone. Après, pour le reste, pour moi, on va dire, c'est du 50-50. Donc, pronostic tard. Ah, franchement, j'aime bien les underdogs. Allez, je vais donner Aljamain. Je pense qu'il va le battre. Ok. Et toi, Sam, qu'est-ce que tu diras? Comment? Parce que c'est important. Comment tu le vois? Moi, je pense que ça va aller à la décision. Je pense qu'il le battra à la décision. Sérieux? Ouais, je pense qu'il le battra à la décision. C'est possible, hein, c'est possible. Ouais, c'est possible. Bah, moi, je vais dire le Russe à la décision, moi. À la décision. Ouais. Ok, bah c'est parfait. Bon, on va passer au deuxième, au co-main event. Amanda Nunes vs. J'ai un trou de mémoire. Megan Anderson. Je sais plus, je crois que c'est la quatrième défense de... Non, troisième défense de titre pour Amanda Nunes, non? Alors, je ne me trompe pas. Alors, la dernière, c'était la Canadienne, Spencer. Après, il y avait la Hollandaise, Jérôme de Randami. Je pense que c'est 4. Troisième, non? Parce que elle a pris à Cyborg la ceinture des 66 kilos. Et elle avait déjà la 62 contre. Ah, je sais pas. Enfin, troisième, quatrième. Ouais. Enfin, bref. Troisième. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de surprise dans ce combat-là. Hein. C'est ça le truc. Elle a deux ceintures. Elle a la 68. Donc, c'est un mal de tête. Elle a deux ceintures, la meuf. Ouais. Donc, je pense que pas de surprise sur ce combat-là. Franchement, pas de surprise sur ce combat-là. Surtout que Megan Anderson. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un cadeau que l'UFC lui a fait. Je sais pas si c'est un cadeau ou si c'est par dépit, parce qu'en fait, honnêtement, il n'y a pas énormément de personnes, tu vois. Bah, regarde, Megan Anderson, elle est sur 2 défaites d'affilée. Avant ça, elle avait perdu.
contre Félix, là, j'ai oublié son prénom. Felicia Spencer. Et, Felicia Spencer. et voilà. Et son avant-dernier combat, c'était contre la française Zara Fern. C'était son premier ou deuxième combat à l'UFC, tu vois. Et juste après ça, elle enchaîne une autre victoire. Et là, en fait, voilà. Comme ils sont pas énormément dans la KT. Ouais, c'est ce que je dis. À mon avis, on avait eu une conversation en off par rapport à ça où je te disais justement que l'UFC il devrait revoir un petit peu leur système féminin chez les combattants féminins parce que c'est un petit peu redondant. Il n'y a pas beaucoup de challenge. Donc une fois que la KT est lavée, bah, c'est réglé. Si on compare les deux là comme ça très rapidement, Megan Anderson, elle a battu qui ses dernières victoires, c'était contre des combattants d'un niveau moyen, sans manquer de respect ni quoi que ce soit, mais c'est pas du tout le calibre de ce que Nunez elle a affronté. Nunez, elle a affronté tous les plus gros noms féminins Elle a battu tout le monde. Elle a battu tout le monde, exactement. Elle a battu tout le monde. Elle a battu tout le monde. Shevchenko par 2 fois, elle a battu Tate, elle a battu Rousset, Seaborn, Holmes. C'est tout, avec la manière en plus. Et comment elle a battu Cyborg? Oh là là. Ah, c'était ouf, hein. Elle lui a montré qu'elle était, qu'elle était un cran au-dessus. Donc je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui est comparable. Je pense que voilà, l'UFC avait que cet adversaire-là sous la main. Et voilà, hein, je pense que de toute façon, il n'y a pas photo. Ce combat-là, ça va être vite réglé, à mon avis. Hein. Après, un combat, c'est un combat. Hein. Après, surtout à l'UFC, il y a tellement de surprises qui arrivent. Elle a des armes. Elle a quand même des armes. Elle a des armes. Tu sais pourquoi? Elle a des armes parce que même si elle n'a pas le palmarès d'une Amanda Nunes, sur les 10 victoires qu'elle a, il me semble c'est ça, elle a 10 victoires. Elle est à... Megan Anderson. Ouais, elle a 10-4, je crois. 10 ou 11. Son record, il fait pas frémir, c'est pas un truc de fou. 10-4, mais sur ses 10 victoires, je pense qu'elle a quelque chose comme 8 finishes. Ça veut dire qu'elle est sur 81% à peu près de finish. Ce qui veut dire qu'elle est capable de finir un combat le plus normalement du monde. Donc voilà, mais après, je pense pas que ça soit assez pour éteindre une Amanda Nunes. Et même si un combat, c'est un combat, même s'il y a une partie de chance à arriver à un certain niveau, la chance, elle se diminue. Elle se réduit énormément. Les gens aujourd'hui, enfin les combattants du calibre d'Amanda Nunes, les champions de ce calibre-là, et championnes, tu les éteins pas avec de la chance. Donc je pense que voilà, pour moi, ce combat-là, c'est quelque chose. C'est un easy money pour Amanda Nunes. Comme tu as dit. Ouais, espérons qu'elle en finisse dès le premier round hein, pour passer directement au main event. C'est ça. Après, Megan Anderson, elle a quand même 10 cm de plus. Elle a beaucoup d'allonge. Elle a quand même des genoux. Elle va quand même jouer sa chance. Et je pense qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas prendre dans la longueur Amanda Nunes. Et elle a un bon bras arrière quand même. Mais même physiquement, en fait, au niveau de l'explosivité, Megan Anderson, tu vois, c'est assez. Je sais pas. Casser du sucre sur elle parce qu'elle était quand même championne d'Invicta quand elle arrive à l'UFC. C'est pas n'importe qui quand même cette combattante. Mais ouais, en face, comme vous avez dit, les deux derniers adversaires, Felicia Spencer, elle a perdu contre Felicia Spencer. Elle s'est pas fait étrangler ou elle s'est pas fait soumettre par. C'était une soumission. Elle est super forte au sol aussi, Felicia Spencer. Mais c'est vrai, les deux derniers adversaires qu'elle a eu, et tu vois les derniers adversaires de Amanda Nunes, c'est pas le même monde. Bien sûr. Moi, je vois un KO au premier round. Hein. Petit KO au premier round. Ses adversaires, elle les a éteints complets. Après, il y a le détail. Après, elle est devenue maman, peut-être, je sais. On ne sait pas. Peut-être elle va arriver en mode avec une mauvaise stratégie. Moi, je pense qu'elle va rusher comme avec Cyborg. Je pense qu'elle va venir, elle va pas vouloir qu'Anderson elle s'installe tranquille avec son allonge. Qu'elle commence. Enfin voilà, elle va arriver en mode comme avec Cyborg. Elle va essayer de passer au-dessus, overhook. Elle va essayer de la toucher et je pense qu'elle ne pourra pas suivre Megan Anderson. Ouais, voilà. Après, au-delà des caractéristiques, on va dire, tout ce qui est striking, etc., je pense que quand même, Megan, là, elle doit avoir une sacrée pression parce qu'elle sait qui elle affronte. Donc, je pense que, voilà, déjà, qu'elle ne se décompose pas sans être méchant quand elle arrivera dans la salle.
Vraiment sans être méchant, hein, c'est parce que en face, elle sait qui est là, elle sait le passif de l'adversaire qu'elle doit affronter. Donc déjà, si elle arrive et qu'elle arrive à garder son calme et qu'elle enlève tout le côté stress, peut-être que comme tu dis, elle pourra réussir à sortir quelques bons genoux, quelques bons bras arrière, tu vois, sur ce qu'elle sait faire. Mais même là, je pense qu'il y a quand même un réel niveau d'écart entre les deux et pas qu'un niveau. Je pense qu'il y a au moins 3-4 planètes d'écart entre Ouais, le il y a un UFC. monde, exactement ce que j'allais dire, il y a un monde d'écart. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un monde. Même les teams, tu regardes les teams. Amanda Nunes, elle s'entraîne à American Top Team. Megan Anderson, je connais pas sa team. Je crois que c'est comment ça s'appelle, le même nom que c'est Glory. Glory, c'est une team qui s'appelle le Glory, je crois, comme le K1. Ouais, non, c'est vrai que là, il y a un monde d'écart. Là, il y a une galaxie d'écart. Je pense que ça va être une vraie. Franchement, je vois pas comment. À moins que Amanda Nunes trébuche sur un genou de Megan Anderson. Et franchement, je vois Sans pas un comment petit elle peut la punch. Ouais, il y a le ça. petit punch, parce qu'elle a le menton aussi. Hein. Et en fait, affronter Amanda Nunes quand t'es une femme, c'est affronter le John Jones, quoi. C'est affronter Khabib. Elle est Elle a vraiment au-dessus bouffé du tout le lot. monde. Elle est sur 2 KT, elle a les 2 ceintures et elle a rousté tout le monde. Ouais, Il y a, pour moi, la seule qui peut vraiment lui poser des problèmes, ça serait un autre combat avec Valentina Shevchenko. Elle peut lui poser des problèmes. Mais tu sais, ce qui est ouf, moi, sur quoi j'ai toujours bloqué, c'est qu'Amanda Nunes, je trouve qu'elle cogne comme un mec. Tu vois, c'est explosif. C'est explosif et elle cogne. Et tu vois, les meufs, quand elles cognent, après, les meufs, elles cognent maintenant. Tu vois, Holly Holm, t'as plein de meufs qui cognent de fou. Mais tu sens quand même qu'il y a moins de patates, il n'y a pas le moins d'impact, tu sens que c'est un peu plus lent. Et en fait, Amanda Nunes, tu sens qu'elle cogne. On dirait un mec, comme elle cogne fort. Tu as l'impression que tu la mets devant un mec, elle le couche. Elle cogne vraiment, vraiment fort, tu vois, et ça va vite, c'est explosif. C'est abusé. Pour la petite histoire, je crois que c'est Logan là qui faisait le malin et Dana White il a dit justement qu'il allait lui envoyer Amanda Nunes. Ah ouais, non mais on rigole, mais je pense que tu leur mets des gants d'anglaise, je suis sûr qu'elle gagne. Peut-être qu'elle ne le met pas KO, mais je suis sûr qu'au point elle gagne. Et lui, il la couche pas. Possible, hein. C'est possible. En tout cas, on est tous d'accord là-dessus. Hein. On est tous d'accord là-dessus que je pense que ça va être une masterclass d'Amanda Nunes. Bon, on va passer au main event. Blachowicz vs Adesanya qui tentera de faire le doublé dans une catégorie, ça va être sa première montée. Il a été heavyweight et apparemment il dit qu'il ne sera pas à 93 kg. Donc je pense qu'il sera un petit peu plus léger que Blachowicz. Ça risque d'être tendu. Beaucoup plus léger même. Je pense parce que après, on ne sait pas vraiment parce que les combattants ils aiment bien pas toujours dire la vérité. Notamment concernant leur poids. Et honnêtement, je vois mal Adesanya, parce que j'avais vu une interview où il disait qu'il fallait pas s'étonner si le jour de la pesée, qu'il soit à 196 pounds. Ou 187, ouais. Donc 196, c'est à peu près l'équivalent de 88 kilos. 84 kilos, ça m'étonnerait que quand il combatte à 84 kilos, le jour du fight, il se présente à 88 kilos dans la cage. Tu vois qu'il a un peu les joues creuses déjà sur les pesées. Après, ouais. Je pense pas que ça doit être un gros cutter non plus. Ça doit pas être un gros cutter parce que voilà, il est quand même assez fin, ça se voit quand même par rapport à d'autres gabarits normalement. Comme si tu le places à côté de Paulo Costa, tu as l'impression d'avoir une caté d'écart. Ouais. Mais voilà, comme il dit, je pense qu'à un moment donné, c'est pas le poids ne va pas jouer forcément dans ce combat. Honnêtement, je vois pas le poids jouer dans ce combat. Pourquoi? Parce que on va vraiment avoir un duel qui va se concentrer énormément sur le striking. On a d'un côté Blachowicz, qui est l'actuel champion. Et pour sa première défense de titre, l'UFC lui propose un super fight contre Adesanya. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'UFC. C'est la première fois qu'on fait ça, où le champion, pour sa première défense, affronte le champion de la catégorie du dessus. Ouais. Il me semble, hein. Ouais, l'UFC n'a jamais fait ça, je pense. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends bien. Donc du coup, Blachowicz, on va dire que c'est un peu un athlète qui sait tout faire. Il sait autant striker que soumettre. Il a déjà, je crois qu'au niveau de ses victoires, il a à peu près
quasi pareil sur le taux de ses finishes. Il a à peu près, Ouais. je pense, la même chose en TKO et la même chose en. Ouais, il a 30-30-30, il a 9 soumissions. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'il sait un peu tout faire. Et de l'autre côté, on a Adesanya, pour moi, qui est actuellement le meilleur striker de l'UFC. Pour moi, c'est clairement le meilleur striker de l'UFC. En MMA, il a 20-0. Il a 20-0. Il a 20-0 actuellement. Et après, derrière, il a un background tout simplement exceptionnel. En boxe anglaise, il me semble qu'il a, je crois, 5. 5-1 en boxe anglaise. Voilà, il a 5 victoires, je crois, pour une seule défaite. Ouais. Et en kickboxing, laisse tomber, il a 75. 75-5, ouais. Voilà, donc, c'est monstrueux, hein. Mais 75-5 avec 30 combats dans les plus gros tournois mondiaux, quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. Après, je pense que pour ce combat-là, c'était pour faire un petit parallèle avec le poids. Je pense que le poids, il n'a pas vraiment, il y aura pas vraiment beaucoup de. Enfin, là, vu comme ça, réfléchi comme ça tout de suite, je sais pas parce que voilà, c'est pas. C'est à l'Apex, hein. Tu frappes et ça fait mal généralement. C'est à l'Apex. Voilà, je sais pas à combien Blachowicz sera le jour du combat, mais il sera 98-99. Voilà, il sera déjà, on va dire, il y aura J'aurais dit un petit peu plus, moi, pour Blachowicz. C'est ça. Lui, c'est entre 98 et 102 kilos. C'est son ratio quand il fait son rebond. En gros, on va dire qu'il y aura à peu près 12 kilos d'écart entre les deux. Du fight ici, Adesanya dit est vrai. Si vraiment il se présente, on va dire, à 90 kilos le jour du fight. Donc, je peux te dire qu'une percussion avec 10-12 kilos d'écart, tu vas la sentir. Après, Adesanya, il est tellement fort, il gère tellement bien sa distance, il a un striking tellement hors pair que voilà, que lui aussi, il est capable d'éteindre Blachowicz très facilement, très rapidement, ou à contrario, de gérer son combat de la meilleure façon possible, avec la gestion de la distance, la gestion du striking, savoir quand rentrer, quand sortir, franchement, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu dur à pronostiquer, moi, je trouve, hein, ce combat. Ouais, c'est vraiment un petit peu dur à pronostiquer parce que, comme je dis, d'un côté, il y a le facteur poids qu'Adesanya ne prend. Et en fait, je pense qu'il n'a pas l'air de vraiment prendre ça. Enfin, je pense qu'il prend ça un peu trop à la légère. En gros, lui je crois qu'il avait dit dans le passé qu'en fait, du fait qu'en kickboxing, il avait fait un tournoi chez les poids lourds. En gros, pour lui, il dit que c'est pas un problème, quoi. Je crois qu'il avait même évoqué une montée pour affronter Miocic. Pas d'accord, c'est pas du kickboxing. On a très bien vu Gokhan Saki en kickboxing. C'était une terreur. Il est venu à l'UFC, il s'est mangé un KO par Khalil Rourtré. Ça n'a strictement rien à voir, le kickboxing et le MMA. On ne peut pas comparer. C'est totalement deux sports différents. Les gants, c'est pas les mêmes déjà, premièrement. Et les mecs en MMA, ils savent tout faire. Ils sont pas concentrés que sur un sport. Les distances ne sont pas les mêmes, les déplacements ne sont pas les mêmes, les appuis ne sont pas les mêmes. Honnêtement, c'est compliqué. Je pense que Adesanya, là, il sous-estime un petit peu. C'est la première fois qu'il monte de KT. Et il va affronter le champion. Et Blachowicz, ses dernières sorties, il met quand même KO Reyes. Et on a vu ce que Reyes a fait comme combat contre John Jones. Ouais. Après, Reyes, il a fait il a fait un peu de la merde dans le combat là quand même. Ouais, je suis d'accord, mais il a su saisir l'opportunité. Qui te dit que Adesanya ne va pas faire un peu le con ou ne va pas s'oublier entre guillemets dans le combat? Blachowicz, à mon avis, c'est une droite, tu dors, ou une droite, tu vacilles, il peut te finir derrière. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, là, Adesanya, il a pris un petit peu à la légère ce petit problème de poids. Et voilà. On verra. Mais moi, j'aimerais bien continuer à avoir Adesanya gagnant, parce que je suis fan. J'aime beaucoup son style. Je suis fan. J'espère qu'il va rester invaincu. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est un petit peu dur à pronostiquer pour moi. C'est même un petit peu compliqué d'analyser le fight. Moi, honnêtement, les pronostics, je les vois un petit peu comme contre Cole, tu vois, sur une sortie clinch. Je les vois un peu comme Sam Blades à l'UFC Apex. La cage, elle est réduite. Et moi, je trouve qu'il y a
Bah, pour ceux qui cassent la distance, pour ceux qui mettent la pression, c'est un avantage. Surtout qu'on sait que Adesanya, il est pas vraiment volatile, mais bon, il est très mobile, tu vois. Il est très relâché, très mobile avec son allonge et tout. Et franchement, le combat, je pense qu'il va se dérouler de cette manière. En gros, sur un clinch, une sortie clinch, un KO de Blachowicz. Comme un petit peu comme avec Rockhold. Tu vois, sur une première phase de clinch, il sort, il lui met un crochet, mais je crois qu'il l'esquive. Ça, c'est un petit avertissement parce que tu vois que le crochet, il partait plein pot. Deuxième phase, boum, il ne le rate pas. Et franchement, honnêtement, moi, je suis pour Adesanya parce que je sais que voilà, il y a la rivalité avec John Jones, voilà, ça. Est-ce que tu penses que Blachowicz va pouvoir casser la distance aussi facilement que ça? Parce qu'on a vu, par exemple, je donne un autre petit exemple, son combat face à Romero Adesanya. À aucun moment, Romero a réussi à casser la distance pour l'emmener en lutte. Est-ce qu'il l'a voulu aussi, Romero? Il est resté ancré tout le combat pendant 25 minutes. On n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Mais peut-être parce qu'il a senti que si il n'arrivait pas à casser la distance avec le bon timing, il risquait de se faire vraiment d'avoir très mal. Et après, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais sur un rush, il lui met un bras arrière. Mais bon, après, il ne continue pas. Mais tu vois que s'il y avait une petite accélération derrière, je pense qu'Adesanya, il aurait pu être en danger là-dessus. Et je pense que, voilà, vu qu'il y a eu cette erreur-là de la part de Romero, je pense que Blachowicz, il sait ce qu'il a à faire. C'est la marche avant, même s'il risque de se faire contrer derrière, mais ça risque d'être compliqué en tout cas. Ouais, en plus, je pense que Blachowicz est déjà un peu plus grand, plus volumineux. Bah, il sera plus volumineux, c'est sûr. Donc, ouais, à mon avis, là, le game plan, il est clairement établi. Je pense qu'il va réussir. Enfin, il va aller tenter de coller, comme tu dis, Adesanya, de lui mettre énormément de pression et d'essayer de le frapper fort dès que ça sera possible. C'est la seule solution qu'il a. Ouais. Vous êtes vers la Pologne, vous. Les pays de l'Est. Moi, je te dis clairement, je te dis que je suis pour Adesanya. Je veux qu'il gagne, ça serait beau. Moi, il a invaincu, il est jeune, il représente le continent africain, il fait ça avec beaucoup de style. Il a beaucoup de hype. Moi, j'aime bien comment il combat. C'est beau à voir. C'est magnifique. J'ai pas vraiment envie qu'il perde. Mais après, un combat est un combat. Là, l'adversaire qui prend, c'est pas un bras cassé. Moi, franchement, je pense. J'essaie de pas m'enflammer. Hein. J'essaie de pas m'enflammer, les gars. Allez, Samir. Un peu de recul. Non, franchement, je pense qu'Adesanya va l'ouvrir en deux. Ah, carrément. Voilà. Moi, je vous dis, il a une carte dans son jeu, Adesanya. Carlos Hulberg, c'est un prospect, il est à l'UFC, là. Il est dans l'équipe de City Kickboxing avec Adesanya. C'est un poids lourd. Il est jeune, il est trop fort. Il vient d'arriver à l'UFC, il a été au Contender, il a ouvert le gars, enfin bref. D'ailleurs, je crois qu'il combat aussi. Il faut que je regarde la carte et il me semble qu'il est avec lui ce week-end. Je te reçois et mal. C'est un gars, il se part. Hein? Tu m'entends là? Voilà, c'est bon, je t'entends. Là. C'est un gars, Carlos Hulberg, c'est un gars, il se part avec Adesanya toute l'année. Très fort, grand, un peu même gabarit que Blachowicz, musclé. Et il a préparé comme il fallait avec lui, que ce soit avec lui ou avec d'autres. Et même si c'est dans l'Apex, je pense qu'Adesanya, il va sortir quelques skills comme les genoux, les coudes. Il va venir chercher la main, boum, il va rentrer les coudes. Et moi, je le vois bien faire beaucoup de dégâts. Et je vois bien un médecin, soit un TKO avant le 4e round, entre le 2 et le 4. Moi, je pense qu'Adesanya, il va aller trop vite pour lui. Et dès que Blachowicz, il va réussir à rentrer, parce que Adesanya, il n'est pas con, il sait très bien qu'il y a trop de puissance. Et là, les mecs, les 4 avec du 4 sur les mains, tu prends un crochet de Blachowicz, le combat, il change. Peut-être qu'il n'est pas KO, mais il change le combat. Tu le perds. De n'importe quelle façon, tu vas le perdre. S'il prend un crochet du gauche de Blachowicz, c'est mort. C'est une galère. Mais je vois franchement Adesanya l'ouvrir. Je pense qu'il va vraiment l'ouvrir. Au début, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que je pense que Blachowicz, il va arriver avec un petit game plan. Il va pas laisser Israël Adesanya installer son rythme, installer ses jambes à distance avec la vitesse. Adesanya doit savoir que Blachowicz bloque très bien les low kicks et il remise très bien. Donc, je pense qu'il va y aller avec des chips dans le corps, des middle, essayer de l'épuiser, lui descendre un peu la garde. Normal, un petit game plan en mode K1 avec les déplacements, les changements de garde qu'il faut.
Mais je pense qu'Adesanya, il va trouver l'ouverture. Je pense personnellement, je ne vois pas Blachowicz au niveau d'Adesanya. Et même s'il y aura 10 kilos d'écart, il faut le toucher. Le seul qui a vraiment gêné Adesanya, c'était Gastelum. Mais Gastelum fait 1m75. C'est un petit sanglier. Et Adesanya, il lui met un coup de retourné magnifique à Gastelum. Il tombe pas. Il lui met un crochet à mi-distance dans la mâchoire. Il tombe pas. Et il l'a dit à Adesanya. Il a dit, Gastelum, je comprends même pas comment il n'est pas tombé sur ce qu'il a pris. Et Adesanya, je sais pas si vous avez vu au clinch, il fait des matrix. Au clinch, sa tête, elle est loin. Et il arrive à mettre des crocs. Même au clinch, il est dangereux. Mais en fait, il est obligé parce qu'il est trop grand. Donc, quand tu es grand au clinch, tu es obligé de reculer ton bus pour pouvoir engager. Mais moi, personnellement, je ne vois pas Blachowicz faire quelque chose. Moi, je pense qu'Adesanya va peut-être pas une Paulo Costa, parce que Israël Adesanya, il ne pourra pas rentrer aussi facilement, il ne pourra pas développer aussi facilement, parce que Blachowicz, il va chercher à contrer surtout. Ouais. Il va y aller à un moment, et quand il va voir qu'il est dépassé par la vitesse, il va accélérer. Mais non, je pense que. Mais là, frère, en fait, là, le prono, je le fais en mode avec du recul. Moi, j'aime beaucoup ce combattant Israël Adesanya. Parce que déjà, à l'époque, je regardais ses combats de K1. Alors moi, je les envoyais aux gens. Je les envoyais, regarde, tu connais lui, il est trop fort. Avant que ce soit l'UFC, tu vois. Et déjà, à l'époque, j'aimais bien son style parce que c'est super beau, en fait. Tu vois, c'est un styliste. Et j'ai toujours aimé les stylistes. J'aime bien les cogneurs, mais j'aime bien aussi les stylistes. Et lui, c'est un vrai styliste. Et je pense vraiment que je pense pas qu'il le sous-estime. Et il a bien en tête tous les enchaînements que Jan Blachowicz sait faire, peut faire, et il a la parade à tout. Et il va pas faire le fou. Il va rester sur des choses solides. Moi, c'est ce que je pense. Et je dis ça vraiment avec du recul, parce que c'est vraiment avec du recul, je dis ça. Je pense vraiment qu'il est au-dessus, Israël Adesanya, même dans l'Apex. Parce que l'Apex, c'est pas si petit que ça. C'est un petit peu plus petit. Ça reste quand même une grande cage. Hein. C'est un octogone quand même. Il y a quand même. Quand je regarde les deux, visuellement, je trouve qu'il y a une énorme différence. Hein. Ah oui. Je crois que après, sur les mesures, je connais pas trop. Je connais pas les mesures. T'as quand même. Visuellement, il y a une énorme différence. Elle n'est pas énorme, la différence. Je pense pas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes la cage normale, il y a l'espace derrière et les places assises. Quand tu regardes l'Apex, il y a les murs tout de suite derrière. Donc, en fait, tu as l'impression qu'elle est super petite. Mais en fait, je ne sais plus les dimensions. J'avais les dimensions, je ne me souviens plus. Mais il n'y a pas tant que ça. Et il parle beaucoup de son sol à Adesanya en ce moment. Dans tous les interviews, il dit « Ouais, j'ai été ceinture violette de Galvao chez Athos. J'ai jamais montré mon sol. J'aimerais bien soumettre. Peut-être je vais soumettre. » Mais tout ça, c'est que du flanc. Tout ça, c'est que du flanc. Ça, c'est pour dire qu'il va avoir des phases de clinch. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas de phase de clinch. Il va éviter le clinch. Et pareil, pendant sa prépa, pendant 3 mois, on l'a vu mettre des photos sur Insta en mode il montrait ses biceps, en mode je fais une prise de masse. Là, il arrive devant Ariel Helwani, il lui dit ouais, là, je crois, je dois faire 90 kilos. Je suis sorti de l'avion hier soir, j'ai presque rien mangé, je me suis posé. Si tu comptes l'échauffement avant le combat, le soir, le stress, il va arriver à 87-88 kilos. En fait, il a déjà tout préparé en avance. Les mecs, ils sont très très loin. Et le Eugène Berman, son coach. En fait, c'est au niveau technique. Les mecs sont trop forts, technico-tactique. Ils ont tous les skills pour le battre, en fait, à Adesanya. Ça va être une vraie galère. Faut un John Jones, faut un mec qui a des bras tentaculaires et qui peut venir prendre un single leg, tu peux rien faire. Enfin, je vois pas franchement, Blachowicz qui était un mec comme Adesanya. Je sais pas. Je l'espère pas, en tout cas. Hein. Comme je t'ai dit, moi, le cœur, il est avec Adesanya, mais je sais pas, je vois en fait le combat se dérouler de cette manière. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Adesanya gagne pour continuer c'est beau. La tension avec John Jones et peut-être une montée en poids lourd. Enfin, c'est ce qu'il a prédit. Donc je pense qu'on a fait le tour sur. À part si tu avais quelque chose à rajouter, tard. Non. Je pense que voilà, on a bien pesé le pour et le contre pour les deux athlètes. Après, je pense que Adesanya, il sera aussi quand même assez attentiste parce que c'est lui qui a tout à perdre dans l'histoire. Enfin, même les deux, on va dire. Mais Adesanya, c'est lui qui monte de KT et c'est lui qui veut prouver au monde qu'il peut être champ. Donc, je pense qu'il va quand même bien prendre son temps, qu'il va pas se jeter non plus dans le combat. Et d'un autre côté, je pense que Blachowicz, voilà, il va vouloir aussi lui montrer que voilà, c'est lui le maître incontesté de la KT, c'est lui le vrai champion.
Et il va vouloir le prouver face à Adesanya. Et je pense que voilà, euh, si Blachowicz décide de lui mettre la pression, par exemple, un petit peu comme l'a fait Gastelum, je pense que ça risque d'être aussi un peu compliqué pour Adesanya parce que, comme je le dis, recevoir des coups d'une personne face à vous qui est 10-12 kilos de plus, c'est pas la même chose que la KT des 84. C'est pour ça que Blachowicz, il a un sacré punch. Hein. Ça frappe pas aussi fort, ça frappe pas aussi fort. Donc après à voir. Après c'est clair que si, si on parle uniquement striking, on est tous d'accord pour dire qu'Adesanya il est clairement meilleur striker que Blachowicz. Mais aujourd'hui c'est pas ce qui fait un fight. Sinon c'est pour ça que j'avais pris tout à l'heure le parallèle avec Gokhan Saki. Sinon Gokhan Saki aujourd'hui bah il serait champion à l'UFC aussi. Or, il est venu, il a mangé un KO, il est reparti aujourd'hui faire du kickboxing. Effectivement, c'est pas le même sport. Mais c'est quoi vos pronos, les gars? Après vous avoir réécouté, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. T'as cru t'allais arrêter l'enregistrement, te barrer comme ça? Non, honnêtement, après vous avoir réécouté, j'ai envie de changer, mais bon, je vais rester sur ce que j'ai dit. Mais personnellement, c'est quoi, t'as dit quoi? TKO de Blachowicz. Voilà, c'est noté. J'aime beaucoup Adesanya aussi, mais je pense que si Blachowicz il fait son combat, ça risque d'être très compliqué pour Adesanya. Donc moi aussi, je vais rester sur Blachowicz. Pareil, un petit KO, on va dire dans les 3 premiers rounds. Si ça passe les 3 premiers rounds, je vois Adesanya gagnant. Ok, on est d'accord, Tahar. Donc toi, tu dis Adesanya par TKO aussi? Ouais, entre le 2 et le 4. Un résumé de ça? Je dis Blachowicz dans les 3 premiers rounds. Si ça passe les 3 premiers rounds, je vois Adesanya gagner. Ok. On va tirer dimanche. Dimanche, on va tirer à balles réelles dimanche. Je me suis mouillé là, j'étais obligé. Dimanche, t'attends sur Twitter, gros. Donc alors, un petit récapitulatif avant de nous quitter les mecs. Donc c'est quoi? Peter Yan, Abou Non, j'ai dit Peter Yan par TK au 3e round. Ok, Sam. Ouais, Peter Yan, décision. Ok, donc je suis le seul à avoir mis vainqueur l'underdog. Décision. Ouais. Ensuite, Amanda Nunes, bon, je pense que. On est tous d'accord là-dessus. TKO au premier round. Sam, il est pour Adesanya et Abou et moi, on est pour Blachowicz. Blachowicz dans les 3 premiers rounds. S'il passe les 3 premiers rounds, je vois Adesanya gagnant. Ok, on est good. Bon, de toute façon, on se fera un débrief de l'événement. Ouais, on verra qui avait raison, qui avait tort. Bon, vas-y, merci les gars en tout cas. Juste avant de nous quitter, j'aimerais aussi profiter là de cette audience pour présenter nos condoléances à la famille de Jean-Marie Mercier. Condoléances à ses familles, ouais. Très grand monsieur du combat français, que ça soit en boxe thaï ou en MMA. Donc voilà, mes sincères condoléances à sa famille et paix à son âme. Paix à son âme. Un grand monsieur qui a formé d'énormes champions de la old school. Je crois c'était le coach de haute tension, c'est ça? C'était le coach de haute tension. Il a formé beaucoup de grands champions, que ce soit à la old school ou à haute tension. Et voilà, il était aussi à Hobby Fight au début. Je l'ai déjà croisé là-bas, ouais. Ouais, il avait haute tension chez Hobby Fight. Donc voilà, très grand monsieur, très humain, il aimait bien nous faire des bonnes petites blagues. Il était présent, patient avec nous et voilà. Donc c'est un grand bonhomme du sport de combat français qui nous quitte. Voilà. Tard, juste avant de nous quitter, une petite question. On sait que tu es toujours en contrat avec le Brave. C'est quoi la suite? Je sais que tu avais annoncé un retour sur les réseaux. Il y a pas une petite exclue là pour nous? Si, l'exclue, elle était là, je devais combattre sur la carte du 18 mars, sauf que je me suis fait une disjonction acromioclaviculaire de stade 3 à l'épaule, ce qui veut dire que j'ai 2 tendons qui ont sauté à l'épaule. Ça se rétablit tranquillement, ça fait à peu près 3 semaines. Un très bon rétablissement, frérot. Merci beaucoup. Donc la suite, on va dire que ça sera aux alentours de juin, juillet, je vous dirai.
Ça marche. Bon, on est connectés de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et voilà, on se dit à la prochaine, les gars. Merci. Yes, ciao, ciao.